Bien, je vais maintenant vous présenter le dernier intervenant qui est aussi l'organisateur actif de la journée d'aujourd'hui. Donc Clément Schneider, cinéaste, chercheur, qui a étudié ici à la FEMIS, qui a fondé sa propre société de production, Les Films d'Argile. Voilà, et qui a réalisé plusieurs films, dont son premier long métrage en 2018, Un violent désir de bonheur, et qui continue activement à tourner de nombreux films, et qui a aussi été, je crois, t'as présidé l'ACID, non? Tu étais co-présidé l'ACID récemment. Voilà. Et tu es également l'auteur d'une thèse en recherche-création, par ailleurs, le cinéma une utopie. Et alors avec Clément, on va terminer notre parcours des territoires. On va revenir en France, voilà, dans le territoire français, avec une intervention qui a pour titre Alain Guiraudy, le paysage comme scène utopique. Merci Sylvain. Je vous propose de ne pas perdre trop de temps à présenter Alain Guiraudy, cinéaste français contemporain, auteur de 6 longs métrages, d'un certain nombre de courts métrages, probablement un des cinéastes les plus passionnants dans le paysage français actuel. Oui, on peut identifier peut-être un moment qui est, un film plus exactement, qui a contribué à le faire découvrir, qui est L'Inconnu du lac, sorti en 2013, à partir duquel il y a eu une reconnaissance publique du cinéaste, qui auparavant était un peu plus un cinéaste de niche. Je vais vous proposer un très rapide survol de la question du paysage dans ces films, en m'intéressant plutôt notamment à des films qu'il a fait avant L'Inconnu du lac, tout simplement parce qu'ils ont ce sont des moyens métrages et qui ont une valeur quasiment pour moi de parangon, de manifeste sur cette question du paysage. Et je crois que le mieux, c'est qu'on entre de plein pied dans le cinéma de Guiraudy en lançant le premier extrait, qui est donc l'ouverture de Du soleil pour les gueux, un moyen métrage sorti en 2001. Si on peut lancer le premier extrait, Jérôme. Voilà. Ça donne un peu le ton. Donc voilà, ça c'est l'ouverture de ce premier moyen métrage, mais qui par ailleurs est le deuxième volet d'une trilogie informelle, qui n'est pas définie en tant que telle par Guiraudy, donc qui se compose d'un court métrage qui s'appelle La force des choses, suivi de Du soleil pour les gueux moyen métrage, et d'un long métrage qui s'appelle Voici venu le temps. Ces 3 films prennent place dans une contrée étrangement familière qui s'appelle l'Occitanie. Dans Du soleil pour les gueux, on va suivre les tribulations de Nathalie Sanchez, que vous avez vu, et de Gemma Gaouda Lone, berger d'Ounaï à la recherche de ses bêtes en fuite. Il croise à plusieurs reprises Carole Isba, le bandit en cavale, qui est joué par Guiraudy, lui-même poursuivi par Poul Otsanosas Dai, guerrier de poursuite. Et tous ces personnages de parler sans fin, tout en marchant ou en courant, c'est selon, autour de ce qu'il est convenu d'appeler, je pense, une véritable folle journée, parce que le film dure une journée. Il y a quelque chose qui est assez troublant quand on regarde le film, c'est qu'on a l'impression presque d'une disjonction d'un film qui serait en 2 couches, comme si au récit qui nous invite à suivre les personnages, essentiellement portés par les dialogues, se superposait ou se surimpressionnait une autre histoire qui est celle de ce cos, précisément. Puisqu'à bien y regarder, on réalise que le sujet central, ce autour de quoi les conversations ne cessent de tourner et ce sur quoi littéralement les personnages ne cessent de tourner, c'est ce lieu qui, avant d'être un pays, l'Occitanie donc, est un paysage. Et cette question du paysage, c'est probablement l'entrée la plus évidente dans le cinéma de Guiraudy en général. C'est ce qu'il fonde dès La force des choses, ce premier court-métrage, et qui régulièrement, film après film, le refonde jusqu'au dernier, sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Miséricorde. C'est pas sans écho avec l'intervention de Marguerite ce matin. Chez Guiraudy, et notamment dans ce film-là, le paysage possède vraiment une force propre, une force intrinsèque, une sorte de magie ancienne qu'il rattache à un temps immémorial qui est celui du mythe, qui agit puissamment sur les personnages. Un temps qui est à minima géologique, en tout cas bien d'avant les hommes. Et sans doute que le cos, par sa monumentalité minérale, en est l'incarnation la plus spectaculaire. Donc le cos, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sauraient pas, ce sont des plateaux calcaires érodés, arides voire stériles, caractéristiques du sud et de l'ouest du Massif central. Et ils exercent une fascination sur les hommes depuis longtemps, et pour une raison très évidente, notamment quand on voit l'extrait, c'est qu'il est impossible d'être à la mesure de ce paysage qui excède les hommes, à la fois en temps et en espace.
Et depuis Du soleil pour les dieux jusqu'à Rester vertical, Dirodi, qui est lui-même originaire du Rouergue, filme ce paysage bien particulier avec une sorte d'humilité, je dirais presque de déférence à son égard. C'est très évident dans ce film, et ça l'est aussi dans ceux d'après. Il y a une grande récurrence de plans très larges, voire extrêmement larges, excessivement larges, dans lesquels l'œil cherche à repérer la présence de l'homme, réduit souvent à un petit point mobile. On a des effets d'éloignement accentués par des perspectives elles-mêmes surlignées par l'emploi de très courtes focales, ça vous l'avez vu, des effets de plongée ou de contre-plongée qui mettent très en avant le sol, pierreux ou d'herbe haute, etc. Donc tout converge vers la mise en scène de la grandeur du clos et de sa souveraine indifférence au destin des hommes. D'ailleurs, et ça c'est intéressant, d'un film à l'autre, puisque plusieurs films se passent sur le clos n'est jamais nommé autrement que par un déterminant qui est ce. C'est le clos ou ce clos, mais il n'est jamais nommé, alors que tous les clos ont un nom. Et par ailleurs, en termes d'onomastique, pour celles et ceux qui connaissaient un peu le cinéma de Dirodi, il se trouve qu'il est particulièrement inventif. Juste les prénoms des personnages vous donnent un peu une idée de sa fantaisie, de son inventivité. Et il me semble que le fait que le clos ne soit jamais autrement nommé que de manière générique participe de sa dimension mythologique. Le clos vaut d'une certaine manière, comme pour tous les clos, comme une figure ou comme un archétype. Le clos, comme on dirait, l'enfer ou le paradis. Et si je parle de ces deux pôles-là, c'est vraiment à dessein, puisque le clos présente, me semble-t-il, la caractéristique d'être un espace aux propriétés magiques, d'une magie archaïque, sinon tellurique. Et ce qui me semble le plus évident pour manifester la présence de cette espèce de magie, de magnétisme, c'est la tension entre la force centrifuge d'expulsion du clos et la force centripète d'attraction qu'il exerce sur les personnages, vraiment comme un magnétisme positif ou négatif. Et cette tension-là entre expulsion et attraction, elle est vraiment structurante dans la trilogie de l'Obitanie, mais elle érige en fait l'intégralité de l'œuvre écrite, puisque Dirodi est aussi écrivain, et cinématographique d'Alain Dirodi. La récurrence, une fois de plus, dans ses écrits ou dans ses films de personnages qui devraient partir, comme celui dont Gemma Daoud-Alon, qui est joué par Dirodi, mais qui ne peuvent faire autrement que de rester, manifestant l'impossibilité d'un exode qui semblerait pourtant la seule attitude raisonnable par rapport aux lieux dans lesquels les personnages vivent, me semble la preuve la plus évidente de cette tension-là, puisque par ailleurs, notre Gemma Daoud-Alon, sa tête est mise à prix, d'où le fait qu'il est poursuivi par ce fameux guerrier de poursuite. Parce qu'il a assassiné une princesse. Enfin, je ne peux pas vous raconter l'intégralité de l'histoire, mais en gros, c'est très schématique. Mais il faut qu'il parte. Il devrait partir, il n'y arrivera pas. Donc, dans Du soleil pour les dieux, 4 personnages se croisent et le film est tissé de leur rencontre, de la succession des intersections de leurs trajectoires contrariées, contradictoires, voire insensées. Il y a d'abord donc Nathalie Sanchez, coiffeuse au chômage, qui habite hors du clos, c'est très important, et qui nous dit à un moment dans le film, donc là je vais citer Nathalie Sanchez, je n'aurai pas son ton de voix merveilleux, vous m'excuserez. Non, chez nous, c'est-à-dire hors du clos, la vie, ça devient complètement débile. Moi, je sais pas, mais au bout d'un moment, il me semble qu'on est obligé de se demander pourquoi on vit. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Vous croyez pas ? Si à mon âge, je dois accepter de vivre juste histoire de vivre, parce que c'est comme ça, parce que je suis là et qu'il faut y rester, alors je n'ai plus qu'à me dire c'est fini, je m'enferme chez moi et j'y reste. Vraiment, ça m'intéresse pas. C'est bien pour ça que j'ai réussi à venir juste ici. Le grand clos, c'était comme un jardin secret que je gardais quelque part dans un coin de ma tête pour les jours de mauvaise forme. Oui, même inconnu, cet endroit restait toujours présent et c'était très bien de le garder un peu loin. Voilà, c'était ailleurs, ça n'existait pas vraiment. Mais au moins, ce monde inconnu empêchait que mon existence s'arrête à la vie de tous les jours. Et bizarrement, ce grand clos dont j'avais si peur m'aidait à vivre. Le deuxième personnage que vous avez croisé, c'est donc Gemma Daoud-Alon qui a perdu ses ounailles et qui, à un moment, répond à Nathalie Sanchez, qui lui demande pourquoi il reste, parce que les bergers d'Ounaï vivent dans des conditions très très misérables. Partir ailleurs, donc loin du clos, pour me retrouver dans un monde encore plus inconnu avec lequel je n'aurais rien à voir, un monde où personne ne voudrait de moi. Tout à coup, ce clos que je maudis 7 ans m'apparaissait comme le seul endroit possible. J'étais devenu un grand garçon, il était temps pour moi de vivre ma vie. Oui, j'étais né berger d'Ounaï, et berger d'Ounaï, je resterai. Et enfin, dernière citation, Carole Isba, notre bandit de grand chemin qui a assassiné donc Astana Jovira, qui est la femme du seigneur de Shaouchmaline, grosso modo une sorte de despote qui exploite les bergers. Carole Isba nous dit « Je ne vais quand même pas renoncer au clos sous prétexte que Shaouchmaline veut ma peau. Si vivre, ça veut dire se traîner dans le monde sans jamais y trouver sa place, errer parmi les hommes à la recherche d'un endroit impossible, eh bien vivre ne m'intéresse pas. Ici au moins je suis chez moi, je me sens même en sécurité. D'ailleurs ne comptez pas sur moi pour passer ma vie à fuir. » Et le dernier personnage, donc Poulo Tsano Sasdai, est un mercenaire engagé par Shaouchmaline pour traquer Gemma Daoud-Alon.
Jerry poursuite, pour le coup, son rapport au clos, c'est celui d'un pisteur avec sa proie. C'est donc un rapport dont on pourrait dire qu'il est au 2e degré, puisque pour lui, il s'agit toujours de refaire un trajet déjà parcouru par d'autres avant lui. Sa relation au lieu est moins intense, moins intime, elle est littéralement superficielle, d'autant que, comme il le dit dans la séquence que vous avez vue, il n'est pas du pays. À travers ces fragments de dialogue qui donnent un tout petit peu la saveur du génie de Dirodi en termes d'écriture, il me semble que se définit ou se dit assez bien l'ambiguïté ou le pouvoir ambigu du clos qui attire tout autant qu'il repousse, qui héberge tout autant qu'il rejette. Sous couvert d'une fantaisie évidente et totalement revendiquée, c'était agréable de vous entendre rire pendant l'extrait, cette fantaisie qui emprunte indifféremment à la BD, à la série B ou au roman picaresque, Dirodi prend en fait très au sérieux cette question que nous pose le paysage en tant que lieu qui nous constitue, nous détermine, bien au-delà ou en deçà de toute considération purement identitaire. Et pour reprendre ton mot de ce matin, Corinne, vernaculaire me semble le mot le plus juste en l'occurrence pour le définir. À entendre les personnages parler du clos, on sent bien que ce qui se joue à avoir est une forme de fusion ou de symbiose, pour utiliser un terme plus biologique, entre les hommes et le lieu. L'un et l'autre font corps, non pas en une synthèse purement esthétique, c'est pas, le paysage n'est pas un décor duquel les personnages se détachent, mais bien comme un tout, on pourrait même dire un tout social, puisque en l'occurrence, à travers ces 4 personnages, vous avez une idée de la sociabilité ou de la sociabilité en vigueur sur ce clos dans ce pays imaginaire. En tout cas, à cette symbiose, c'est à cette symbiose que les personnages aspirent. Le clos, à ce titre, est à la fois leur chance et leur malédiction. Et c'est aussi en cela que le clos et l'Occitanie, de manière plus générale, donc cette Occitanie qui est un pays totalement imaginaire, se présente comme une utopie. À travers les quelques personnages que nous rencontrons, à travers le lieu qui nous est décrit, c'est l'ensemble d'une société complexe, d'une toute autre société, qui nous est donnée à imaginer avec son organisation, ses conflits, ses règles, ses rapports de classe, de domination, etc. Espace porté aux dimensions immémoriales du mythe par son indétermination nominale, on pourrait être tenté de ne voir le clos que comme une figure quasi abstraite. Après tout, comme je l'ai dit, rien dans les dialogues ne vient le caractériser tellement plus, le personnifier en tant que tel. Pour prendre un contre-exemple, on est très loin du lyrisme de Giono. Je pense souvent à l'ouverture d'un roi sans divertissement où on a la personnification extrêmement lyrique et très belle d'un être. Voilà. On parle de Giono, en décrivant un être, nous parle de l'Apollon Cytharède des êtres. En plus, ça va être une dimension très érotique qui n'est pas sans lien avec Dirodi, mais voilà. En tout cas, on est très loin de ça chez Dirodi. Et pourtant, à la vision de Du Soleil pour les dieux ou bien de Voici venu le temps, qui est le 3e volet de la trilogie, il nous semble bien que quelque chose vient contredire cette sensation d'abstraction ou de paysage générique. Et cela tient évidemment au langage cinématographique, à la grammaire cinématographique que convoque Dirodi. Puisque à la monotonie supposée du clos, qui est figurée par le dialogue entre Nathalie Sanchez et Carole Isba au début du film, si vous appelez ça un grand axe, etc., vient s'opposer précisément le découpage et le montage du film, dont vous avez eu un aperçu, c'est-à-dire que à la fois le découpage et le montage en séquence et même au sein des séquences. Alors pour ceux d'entre vous qui connaîtriez mieux le cinéma actuel de Dirodi, la façon dont il met en scène, dont il découpe, c'est assoupli, je n'ai pas de meilleur terme que ça, au fil du temps. Je pense qu'on peut tout à fait postuler que ça vient du fait que son économie de production est beaucoup moins contrainte. Enfin, ce serait intéressant en tout cas d'envisager la manière dont il met en scène et dont il découpe au prisme de ses moyens de production, puisqu'il y a eu un vrai virage après L'Inconnu du lac. Mais même si ce découpage est devenu moins ascétique, moins sec, ça reste un cinéaste du peu. Il y a relativement peu de plans dans son cinéma, on a peu de mouvements d'appareil, peu d'effets de lumière très marqués. Donc, sans aller, peut-être ascèse est un terme un peu fort, mais en tout cas, frugalité ou sécheresse me semblent des termes assez justes. Et au-delà du fait que c'est sans doute un effet des conditions de production assez réduites, ce sont des courts-métrages, donc des objets assez peu financés, on ne peut pas, je crois, raisonner uniquement par la limite. Que ça a été une contrainte, c'est une évidence, et Dirodi, pour le coup, l'a très bien rappelé dans plusieurs entretiens. Mais cette contrainte est aussi un moteur de sa singularité de cinéaste. Autrement dit, l'arte povera procède aussi d'un choix. Donc, si l'espace dans Du Soleil pour les dieux est toujours composé autour d'une ligne d'horizon, ciel-terre, sans obstacle visuel qui s'interpose entre l'œil du spectateur et cette perspective-là, en revanche, entre chaque scène,
c'est vraiment la texture même de l'image qui change. Alors je suis désolé de la piètre qualité de l'extrait, mais je n'ai pas mieux qu'un DVD. Le film a été tourné en 16 mm, évidemment, si vous avez un jour la chance de le voir en pellicule ou en copie restaurée, ce sera plus évident. Mais donc cette variation des textures transforme vraiment le film en un kaléidoscope, ou une succession de vues qui sont suturées par les collures du montage et par la parole erratique ou errante des personnages. C'est vraiment la parole qui cimente le film. Donc on va passer d'une étendue d'herbe folle, dorée et assez haute à un sol intégralement pierreux, puis à un terrain recouvert d'herbes et de buissons un peu ras au relief moins étal. Ça c'est juste des exemples. Et même lorsqu'il semble que parfois, d'une scène à l'autre, le paysage ne varie pas tant que cela, puisque bon, je ne sais pas si Nathalie Sanchez dit ça, mais rien ne ressemble plus à de l'herbe haute que de l'herbe haute. Pour autant, nous, en tant que spectateurs, on éprouve en profondeur cette discontinuité, ces variations. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Guiraudy souvent inscrit dans ses vues un élément, un arbre, un muret, un buisson, donc autant de petits punctum, au sens que leur donne Barthes, qui permet justement de les singulariser. Mais il y a d'autres micro-événements qui émaillent comme ça ce récit du paysage et qui apposent de scène en scène, et ça m'intéresse beaucoup, l'empreinte du présent, c'est-à-dire du réel, sur le tissu du mythe, c'est-à-dire de la fiction. On va passer d'un ciel uniformément bleu à une atmosphère presque chargée d'orage, d'une brise très légère à un vent beaucoup plus violent, d'ailleurs c'est très perceptible au niveau du son. Autant de ruptures que rien, et vraiment rien dans le montage ne cherche à nuancer ou à gommer. Dominique parlait tout à l'heure de la façon dont il gérait les bruits de rivière, et ben, je pense que c'est exactement la même chose avec le vent, qui sont des bruits blancs en plus. Enfin, il y a un parallèle qui me semble très clair là. Alors certes, on pourrait se dire que le récit il est constitué en ellipse, et c'est vrai, mais même cette notion d'ellipse, dans un récit qui se préoccupe à ce point-là de ne pas donner de cohérence à la chronologie, et qui est de toute façon cimenté par la parole, qui fonctionne comme un flot quasi ininterrompu, de toute manière, cette notion de continuité ou de chronologie, elle est relative, ou en tout cas, elle peut être mise en défaut. Et à mon avis, si Guiraudy se préoccupe à ce point-là aucunement de la continuité au sens du raccord, pardon, ma phrase est mal construite. Au fond, Guiraudy ne se préoccupe guère des problématiques de continuité au sens du raccord. Si la majorité du film se déroule sous un soleil qui semble relativement à son zénith, plusieurs accidents, plusieurs incidents, une lumière plus rasante et orangée, des ombres plus longues, prouvent que des scènes ont été tournées à des moments de la journée moins méridiens. Mais le film va les alterner en permanence, c'est-à-dire qu'on va être à midi, puis il sera 5 heures, puis il sera de nouveau midi, puis il sera 5 heures. Donc c'est là que je veux dire qu'il n'y a pas de souci de la continuité. Et je parle dans ces faux raccords lumière, évidemment. Il y a par ailleurs des fausses teintes. Alors les fausses teintes, c'est quand un nuage passe devant le soleil, la pellicule se voile, devient plus bleue. C'est quelque chose qu'en général on évite. Je trouve toujours amusant qu'on parle du vocabulaire du faux, là où il n'y a rien de plus vrai, du vrai organique de la vie et d'un tournage qui s'imprime sur la pellicule, mais c'est une parenthèse. En tout cas, tous ces faux raccords, ces fausses teintes contribuent à l'aspect polymorphe du paysage d'une scène à l'autre et me semblent plutôt à mettre sur le compte d'une attention amoureuse et obsessionnelle à la matière même du monde plutôt que des négligences d'un metteur en scène peu soigneux. Pour le dire autrement, à la cosmogonie s'ajoute la météorologie, au mythe s'ajoute la trivialité. Et le cause se révèle alors dans le film comme un diamant dont chaque scène viendrait décrire une facette. Et j'espère sans surinterpréter, il se trouve que c'est Guiraudy lui-même qui joue le personnage de Karol Isba, à qui il est si difficile de s'arracher à ce lieu dans lequel pourtant sa vie est constamment mise en danger, ce qui me fait dire que le terme de diamant est sans doute pas un mot trop faible pour donner une idée de la valeur affective et ou existentielle du cause. Je vais ensuite vous proposer d'aller un tout petit peu plus loin sur cette question du pays imaginaire qui est l'Occitanie, puisque évidemment l'utopie, on n'a pas eu le temps de le dire, mais l'utopie est à la base un pays imaginaire, une contrée imaginaire. Je vous lis un extrait de la note d'intention de Voici venu le temps, donc du 3e volet de la trilogie. Ce projet, Voici venu le temps, par ailleurs, le titre est lui-même très eschatologique. Je repense à ce que disait Marguerite ce matin. Bon, les parallèles me semblent une fois de plus passionnants. Ce projet est lié à des paysages, ruraux ou urbains, que je connais depuis longtemps. Je veux parler des grands causes caillouteux et pelés de Lozère, mais aussi des forêts mystérieuses de la Montagne Noire, des vallées verdoyantes et encaissées du Tarn ou de l'Aveyron, de petites villes ou de villages, Villefranche de Rouergue, Cordes, Clairvaux, qui, tout en possédant un éclairage public ou des enseignes de magasins modernes, des cabines téléphoniques, ont conservé leur cachet ancien, vieillots, parfois même dévastés par les années. Ce sont donc des décors bien réels, traités ici comme des lieux imaginaires, ça je l'ai souligné, qui viennent alimenter une géographie réinventée.
où Motiua est la capitale de Lamborc, une région qui, avec le Réminaraïs à l'ouest, la Borange au nord et la Catalie à l'est, forme le sud d'un pays, l'Occitanie. Et je vous lis juste une très courte citation tirée de l'Histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus. Que je ferme seulement les yeux et ma pensée se reporte aussitôt vers un joyeux torrent, la Vésubie, la Gordolasque, la bruyante Ambalyre, ou vers telle autre gaffe de la libre montagne. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment la parenté de sonorité entre les lieux inventés par Dirodi et les lieux réels dont parle Reclus. Dirodi nous dit géographie réinventée. Donc dans ce geste qui consiste à inscrire un territoire imaginaire dans l'espace bien réel de la carte que nous connaissons, Nathalie Sanchez fait régulièrement référence au fait qu'elle habite à Montpellier, ou à Rodez, je ne sais plus, mais enfin en tout cas des points précis de la carte. Dirodi hérite de la tradition utopique la plus pure, celle que Thomas More inaugure avec la description de l'île d'Utopie, littéralement le lieu de nulle part, un lieu qui se trouve pourtant quelque part sur Terre, puisque l'Utopie nous raconte la discussion que Thomas More a partagée avec un certain Raphaël Iclaudet. Raphaël Iclaudet, ça veut dire littéralement celui qui raconte des blagues, navigateur de son état, qui a eu l'immense privilège d'aborder en Utopie, puis d'y rencontrer et connaître ses habitants. Donc l'Utopie, c'est ce dialogue entre Thomas More et ce navigateur imaginaire, Raphaël Iclaudet. L'utopie, par essence, c'est cet espace paradoxal qui porte dans son étymologie même une insoluble contradiction. Nulle part, et pourtant bien là. C'est exact. Alors oui, je précise juste, je dis ça parce que dans l'utopie, il y a un passage très drôle où Raphaël va donner la localisation de l'île d'Utopie, et malheureusement, il se trouve qu'un serviteur de Thomas More a éternué au même moment et que donc il n'a pas entendu l'endroit où se trouve réellement l'île sur la carte. Donc il y a un jeu comme ça de convention avec le lecteur où la réalité est escamotée par un pur événement fictionnel et un peu de malice aussi. Et je pense que c'est bien d'aborder Dirodi très sérieusement, mais sans trop d'esprit de sérieux pour autant, parce que c'est quand même un cinéaste très drôle par ailleurs. Bref, donc l'utopie, nulle part et pourtant bien là, c'est exactement le même et pourtant qui nous saisit à la découverte de l'Occitanie. Nous savons bien que ce pays n'existe pas, et pourtant, il semble bien réel. À l'image de l'utopie dont la situation sur la carte du monde procède véritablement d'un jeu avec le lecteur, d'un dosage subtil de connus et de cachés, d'indices et de zones d'ombre. Dans l'abord de l'utopie, dans le jeu de croyance qu'elle engage avec le lecteur, il y a une dimension ludique qui ne doit pas être négligée. Dirodi ne fait qu'élargir ce jeu textuel aux dimensions grandeur nature que le cinéma permet, lestant en outre de la consistance que le réalisme photographique apporte à l'élaboration de ce pays imaginaire, et dont le paysage est une des manifestations. De ce point de vue-là, dans le DVD du Soleil pour les dieux, il y a une interview assez passionnante de Dirodi, et qui est très éclairante. Il y raconte comment l'Occitanie est née de l'imagination d'un groupe de copains, je cite, qui, armés d'une feuille A4 blanche, ont décidé de refaire le monde, et qui, croyant inventer à partir de rien, ont, au fur et à mesure de l'élaboration de ce monde nouveau, découvert les nombreux points de coïncidence que celui-ci entretenait avec la réalité contre laquelle pourtant il l'élaborait. En somme, dans ce jeu collectif, dans cette production commune, collective d'une utopie aux ramifications plurielles, se trouve peut-être l'essence même du geste utopique. Un geste que Dirodi réactive dans l'élaboration de son Occitanie, qui se révèle être une création évolutive, puisqu'elle va suivre sur 3 films, ouverte de nombreux possibles sur elle-même, monde élargi et monde à élargir. Donc d'abord territoire d'un court-métrage excessivement fantasque, la force des choses, si vous pouvez le voir un jour, est vraiment, pour le coup, peuplé de personnages dont les costumes, l'allure vont encore plus que celui-ci chercher du côté de la série B ou de la BD, pas très loin d'un look un peu steampunk, pour le dire vite. Et si on s'en tient à la force des choses, on pourrait se dire qui tournait intégralement dans une forêt, on pourrait croire que tout ça est une plaisanterie sans grande consistance. Puis, avec du Soleil pour les dieux, l'Occitanie acquiert des frontières, se pose comme interstice imaginaire entre des lieux bien réels, et puis enfin, Voici venu le temps, complexifie la géographie de l'Occitanie ainsi que sa sociologie. Les références au réel actuel ou historique y prennent davantage de place. J'aurais malheureusement pas le temps d'en parler beaucoup, mais il y a des références très claires dans Voici venu le temps à des mouvements de lutte qui rappellent soit les hérésies cathares ou les camisards. En tout cas, cette généalogie-là, elle est très présente dans Voici venu le temps. Par ailleurs, la circulation d'un film à l'autre de personnages récurrents, Manjas Kebir, Shaouch Malin, achève de donner à la fiction Occitanie la teneur d'un monde véritable que nous pourrions à notre tour, en suivant les pas de Nathalie Sanchez, aller explorer, même si nous ne saurons jamais exactement où le chercher. Tel est le mouvement propre à l'utopie, en ne cessant de donner des indices sur la localisation de leurs pays imaginaires, en ne cessant de nous faire approcher de la réponse pour mieux nous en éloigner quand nous croyons la saisir. Thomas More, Dirodi et puis leurs camarades fabulateurs opèrent un mouvement de décentrement
qui nous fait comprendre au bout du compte que l'enjeu utopique n'est pas dans cette information-là qui a l'air d'être centrale, mais bien dans tout le reste, dans tout ce qui se passe par ailleurs, entre les êtres, que leur corps, eux, à minima, et notamment au cinéma, rendent présents et localisables. Et c'est par l'humour spécifique au film de Lobitani, par le rire que cet humour allègre suscite chez le spectateur, que l'invitation à pénétrer aux côtés des personnages dans ces pays étranges nous est faite. Bon. Parmi les éléments qui contribuent à nous faire croire à Lobitani, une attention s'impose à l'égard des noms de pays. Je reprends ça à Proust, évidemment. Donc je vous en cite quelques-uns. Lamborg, Lobitani, Menoascolar, Reminaraïs, Randolasque, Motiua, Molandorque, Inchivala, Miris-Teloge, point de suspension. La liste est longue et parfaitement incomplète, mais elle donne une idée de l'inventivité de Dirodi en termes de toponymes. Par ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de façon assez savoureuse chez Thomas More. Enfin, les différents lieux qui constituent l'utopie, ce ne sont que des jeux de mots. L'utopie est traversée par le fleuve Anhydre, qui veut dire le fleuve sans eau. Enfin, il y a tout un jeu très savant, très, très érudit, mais un jeu avant tout. Si les processus qui dictent la création de ces noms semblent totalement arbitraires, une des clés de leur déchiffrement est à trouver dans le pays d'origine de Dirodi, le Rouergue. Dans un autre court-métrage, les héros sont immortels. Dirodi, un des personnages, pose une question qui a l'air d'être ironique. Je la cite. « Le renouveau de la poésie passe-t-il par les places aveyronaises ?» Eh bien, Dirodi apporte une réponse très positive. Tous ces noms de lieux qui contribuent à donner corps à l'Occitanie semblent dériver ou faire écho aux sonorités musicales et poétiques de la langue occitane. Noms imaginaires, ils font toutefois référence à une langue dont l'importance aujourd'hui encore est telle qu'elle définit une aire géographique, un véritable pays, et maintenant par ailleurs une région administrative qui s'appelle l'Occitanie. Il est tentant de voir dans la parenté sonore et orthographique d'ailleurs entre Occitanie et Occitanie plus qu'une coïncidence, plutôt un véritable glissement, un petit jeu de mots qui en dit long sur la consistance de l'Occitanie et son inscription dans l'espace réel. Et au fond, par cette étymologie imaginaire, par cette proximité musicale que les noms des provinces paysages d'une Occitanie fantastique entretiennent avec ceux d'une Occitanie bien réelle, c'est toute une culture, toute une histoire qui sont convoquées et s'invitent généreusement dans des films auxquels elles prêtent, dès lors, un visage bien particulier et la teneur du réel. Je vais devoir faire des raccourcis un peu rapides, vous m'excuserez, mais il faut se rappeler combien la culture occitane est liée au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, période où par ailleurs l'Occitanie a réellement existé en tant que province autonome, pour saisir ce qui, dans Voici venu le temps, nous paraît si véritable, si familier, si possible. Il faut se rappeler combien le Sud et le Sud-Ouest furent des terres de lutte, hérésie cathare, Huguenot, Camisard, on l'a dit, contre un pouvoir central et normalisateur, pour sentir combien les aspirations révolutionnaires des personnages de Dirodi se renforcent au contact de ces lieux plus vrais que nature. Et il faut enfin rendre grâce, à la manière de Proust, à la musicalité pure de ces noms de pays, musicalité qui provoque l'imaginaire, le met en marche, comme à la lecture d'Élisée Reclus, et nous donne au bout du compte la sensation d'une étrange familiarité, selon la si belle formule de Freud. Étrange familiarité qui est la meilleure garantie de l'efficience utopique du monde ainsi créé. Miroir déformant d'une autre, mais miroir quand même. Chez Dirodi, le langage est, sinon fait, paysage. Le langage est matière, et sa plastie est modelée par des sonorités de roc, d'eau, de vent, chocs, bruissements et jaillissements, d'une langue dont Dirodi écrit dans un de ses livres que, je cite, « C'est une langue plus tendre que le français, c'était la langue des troubadours, et c'est toujours la langue de l'amour. » Ce qui me permet de faire une transition avec l'amour vers le deuxième extrait, qui approfondit cette question du paysage. Et je voudrais vous montrer, je pense le mieux est qu'on voit l'extrait, je voudrais vous montrer un extrait de L'Inconnu du lac, donc de 2013, qui raconte une intrigue extrêmement simple. Ça se passe sur un lieu de drague gay, donc en bord de lac, où des hommes vont se baigner, vont faire l'amour dans les alentours du lac. Et on va suivre un personnage, dont le nom là tout de suite m'échappe, mais c'est pas grave, Michel, qui va tomber amoureux de Franck. Et on ne sait pas très bien s'il tombe amoureux de Franck parce qu'il l'a vu assassiner son amant en le noyant dans le lac, ou s'il tombe amoureux de Franck en tant que Franck. Et le film va suivre comme ça au fil de plusieurs journées cette relation bizarre qui se noue entre eux et qui va se terminer extrêmement mal puisqu'il y a ensuite une enquête. Donc on va avoir débarqué un personnage de policier qui enquête sur le meurtre et ça finit très mal dans le noir, dans le sang, et c'est un film assez pessimiste, mais en tout cas la question du paysage est assez centrale, elle est posée même dans le titre. Est-ce qu'on peut lancer le deuxième extrait, Jérôme, dont il se passe au début du film? C'est pas l'ouverture, mais on est dans les 10 premières minutes. Alors l'extrait que vous avez vu, il est à cheval sur 2 journées
mais je tenais à... C'est un peu bizarre sans doute comme choix, mais c'était pour que vous puissiez voir ce plan du parking qui revient de manière... qui scande en fait le début de chaque nouvelle journée au cours de laquelle se passe le film. Donc par son titre même, L'inconnu du lac, le paysage est posé comme objet central du film, à travers ce lac dont la polysémie et le polymorphisme sont peut-être encore plus nets que ceux du Causse. Disons, pour le dire vite, il y a une forme d'immuabilité minérale versus la muabilité de l'eau. Les jeux de lumière donnent tantôt à l'eau du lac une couleur bleu clair, chaude, calme, désirable, extrêmement sensuelle. Mais dès que le soleil se couche, le lac devient un gouffre noir, profond, qui évoque des abysses terrifiants et hanté par d'obscures et ancestrales présences. Il est question régulièrement entre les maîtres qui fréquentent le lac du silure de 5 mètres, qui serait supposé vivre dans son fond. Voilà, avec je pense que la blague phallique sur le silure de 5 mètres est très évidente. Mais enfin bon, il y a quand même l'idée qu'il y a c'est à la fois le lieu accueillant et le lieu du danger. Bref, l'eau est évidemment encore plus que les herbes folles susceptible de toutes les métamorphoses météorologiques. Elle est changement continuel. Le miroitement du soleil sur les rides du lac est véritablement celui de la lumière sur les facettes d'un diamant. Tout autant qu'elle est forme vive, forme organique. Les abords de ce lac, qui possèdent exactement la même caractéristique centrifuge-centripète, lieu qui attire, voire engloutit tout autant qu'il le repousse que le Grand Causse, sont eux-mêmes également caractérisés comme un espace à la fois un et multiple. Un réseau de chemins et de buissons, alors que vous avez très bien vu là dans cet extrait, qui apparaissent semblables et reliés, mais qui sont chacun comme autant de chambres dans lesquelles les hommes viennent se retirer pour faire l'amour. Dans L'inconnu du lac, Dirodi filme l'espace dans sa totalité intrinsèque, le lac, mais avec une attention, et je pense qu'on peut dire un désir, continuel pour ses irréductibles particularités. Il ne faut pas se laisser prendre à ce que disent les personnages. Ils parlent tout le temps du bois pour désigner les rives du lac, les alentours du lac, mais cependant, de ce bois, ils connaissent chaque arbre, chaque fourré. La mise en scène de Dirodi retrouve dans ce film une sorte de fixité quasi absolue. Vous l'avez vu, hormis quelques panoramiques pour suivre un personnage, on n'est que sur des plans fixes. Qui organise le film en une succession de vues qui, l'une après l'autre, font du lac le théâtre où se joue la tragédie des corps. Au couple très classique Eros Thanatos qui forme la trame narrative du film et à laquelle s'ajoute une intrigue policière, se greffe aussi le quotidien d'un lieu de drague gay entre capotes usagées, jeux de regard extrêmement codifiés dont vous avez eu un aperçu. Dirodi filme, donc c'est aussi évidemment une certaine socialité. Dirodi disait dans certains entretiens que pour la majorité des spectateurs, L'inconnu du lac, c'est une autre planète. Mais donc c'est bien un monde en soi, organisé, codifié. Bref, Dirodi filme des hommes à hauteur de couilles, c'est lui qui le dit, mais il filme aussi tout autant, et on l'a vu un petit peu, des faunes, des sortes de dryades masculines dont le film, à sa manière certes bien particulière, chante aussi les après-midi. Donc là, je vais vous citer une phrase de Pierre Macheret dans un livre qui s'appelle « De l'utopie », qui est paru chez De l'Incidence en 2012 ou 2011, je crois. L'utopie, loin de tourner le dos à la nature, est donc orientée vers elle, au point d'y chercher ses normes de référence. Néanmoins, cette nature à laquelle elle accorde une valeur primordiale est, en retour, marquée dans son être profond par le regard que la spéculation utopique porte sur elle. Elle est, en tant qu'image en miroir d'une utopie qui se veut de part en part naturelle, une nature utopique, telle que l'utopie la voit ou veut la voir, en lui conférant une dimension quasiment magique. Il en résulte que cette spéculation, qui présente l'apparence de regarder vers l'avenir dans le sens de sa possible réalisation, est en fait tournée vers le passé immémorial d'une nature avec les tendances profondes de laquelle elle entreprend de renouer. Fin de citation. Cette idée de vivre selon des règles qu'on pourrait lire naturellement dans le livre du monde, c'est un topos utopique assez classique. C'était celui de Campanella, moine italien du XVIIe, à qui on doit une utopie assez étonnante qui s'appelle La Cité du Soleil, et qui est probablement une de celles qui est allée le plus loin dans la volonté ou le désir de synchroniser les règles de la société, le fonctionnement de la société, avec les règles de la nature. Alors, les règles de la nature telles qu'on se la figure au XVIIe, donc de vivre en harmonie avec elles. Néanmoins, donc, ce trait-là est commun à de nombreuses utopies anciennes comme actuelles. Dirodi ne fait qu'hériter de ses gestes spéculatifs et évidemment il les réactive et il les réinvente avec son langage propre. 5 minutes et puis après on discute. Bon, et ben je regarde juste.
vois juste où je peux aller. Ce désir de fusion entre l'homme et le monde, entre l'homme et son paysage, est évidemment renforcé, si ce n'est provoqué, dans L'inconnu du lac, bien sûr, mais aussi dans Du soleil pour les dieux ou encore Le roi de l'évasion, film qui date de 2011, par la part érotique des films et la nudité des corps livrés sans phare et sans obstacle à la nature environnante, inscrivant leur représentation dans une iconographie assez ancienne. Alors évidemment Adam et Ève, le jardin d'Éden, les peuples dits archaïques ou les bons sauvages de Rousseau, les hippies des années 60, les naturistes et les libertins du Cap d'Agde. On aurait pu citer aussi les Camisards de ce matin. Et puis d'une certaine manière aussi les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens. Autant d'images d'une société des hommes et des femmes négociant plus ou moins difficilement les termes d'une réconciliation possible avec une nature dont cette société s'est coupée. Une fois de plus, topos de l'utopie, peut-être même des clichés d'ailleurs, mais avec lesquels, c'est pas parce que ce sont des clichés que Guy-Rodin ne cherche pas à les réactiver et peut-être à leur redonner une dimension, une actualité politique. Parce que chez Guy-Rodin, ce rapport à la nature, me semble-t-il, échappe aux clichés, justement. Dans ce paysage, dans son cinéma, je l'ai dit, le paysage existe non pas en tant que surface ou stricte toile de fond décorative, mais bien comme personnage à part entière du récit, irréductible à une totalité centralisée et défini au contraire par ses multiples variations, comme un hydre au visage multiple et surtout imprévisible. Ce qui fait rencontre entre les personnages de Guy-Rodin et les paysages a sans doute d'ailleurs à voir avec leur commune excentricité ou ex-centralité. On parle de personnages et de paysages qui sont au recoin de la société. Ça m'était pas venu, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas un seul film de Guy-Rodin où il n'y a pas un personnage de chômeur. Nathalie Sanchez est au chômage. Dans Miséricorde, le personnage est sans emploi. Donc, de fait, un précaire, un marginal, enfin une figure qui est plutôt mise au banc de la société. Les PD, évidemment. Et donc, cette excentricité-là, excentralité, elle a à voir avec les paysages qu'il filme. Des bords de route, une ruralité désertée. Dans Pas de repos pour les braves, ça va très très loin dans l'allégorie puisque les personnages circulent entre un village qui s'appelle Village qui vit et l'autre qui s'appelle Village qui meurt. Une certaine idée de la diagonale du vide. Je suis désolé, je dois aller très très vite, mais Rester vertical a été conçu par Guy-Rodin comme une sorte d'anti-diagonale du vide, ou l'autre diagonale du vide qu'on voit jamais, donc qui irait plutôt du centre-sud vers jusqu'à la Bretagne, jusqu'à Brest. Donc en tout cas, cette question de la marginalité des territoires, elle est vraiment structurante dans le cinéma de Guy-Rodin. Si ça vous intéresse, il y a un article passionnant de Serge Weber, qui est géographe à Marne-la-Vallée, qui s'appelle « Délivré de l'urbanocentrisme », qui est un peu vieux, mais qui est passionnant. Chez Guy-Rodin, l'expérience du paysage n'est jamais banale, elle est toujours singulière, tout autant que collective. Il n'y a jamais, et vraiment jamais, chez Guy-Rodin une jouissance romantique et individuelle du paysage. Et dans le cas de L'inconnu du lac, le lac est le lieu des hommes, de cette société bien particulière, utopique, en sachant que cette utopie est fondamentalement ambiguë, d'hommes dont le contrat social est donc celui de la baise en plein air. Guy-Rodin évite ainsi le cliché de la Robinsonade cinématographique, dans laquelle le paysage ne vaut pas comme personnage, mais simplement comme support de la fuite, comme support d'un retrait du monde, comme carte postale grandeur nature. Il fait au contraire acte, à mon avis, d'utopiste contemporain, en imaginant et en donnant corps et âme à des mondes qui ne demandent qu'à être. Je crois que ce serait sage que je m'arrête là. Je voulais vous montrer juste... j'aurais aimé vous parler de la question de la clôture et de l'insularité qui, même dans les films en plein air de Guy-Rodin, est vraiment un principe structurant de son cinéma, de la mise en forme de ses films. J'aurais aimé vous dire aussi, mais comme ça je vous fais un teasing rapide, j'aurais aimé vous montrer un extrait de Ce vieux rêve qui bouge, qui est un moyen métrage sorti aussi en 2001, qui lui se passe dans un décor d'usine déserté, quasi désert en tout cas. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'en fait la façon dont il traite cet espace-là, qui a priori pas un paysage, même s'il y a des penseurs du paysage qui intègrent dans leur réflexion ce type d'espace, évidemment, tiers paysage, l'antre, enfin bon, il y en a plein, et vous les connaissez. La façon dont il le filme est finalement très semblable entre les deux autres extraits qu'on a vus et Ce vieux rêve qui bouge. Et qu'évidemment, ce qui m'intéresse dans ces films-là, et notamment dans Ce vieux rêve qui bouge, c'est la capacité du paysage ou de l'espace à faire surgir une mémoire, et en l'occurrence dans Ce vieux rêve qui bouge, une mémoire de luttes ouvrières, puisque le film se passe au moment où une usine va fermer et un ouvrier vient pour démonter une machine qui va être envoyée ailleurs. Voilà. Je vérifie que j'aurais fallu parler de théâtralité aussi, puisque ça s'appelait quand même le paysage comme scène utopique, et du coup, j'ai pas beaucoup parlé de la question de la théâtralité et de la manière dont ça constitue une scène, mais c'est pas grave. Voilà.
Merci. Moi, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses du coup du seul film de Guiraudy qui se passe en ville, de Viens, je t'emmène? J'ai eu l'impression, moi, quand je l'avais vu, que il était volontairement, évidemment, un contre-champ de tous ces films paysagistes, mais qui du coup, il venait requalifier ce qu'on pensait du paysage. Toi, tu parles du paysage comme un lieu archaïque et peut-être un lieu en tout cas un lieu intemporel. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, c'est un lieu du futur pour Guiraudy. Ce serait un lieu qui irait contre l'actualité de la ville, puisque du coup, Viens, je t'emmène est vraiment un film sur le contemporain. Et j'ai eu l'impression qu'il venait condenser et décompenser complètement des enjeux moraux, des enjeux structurants dans notre contemporain, qui sont en fait complètement reconfigurés dans les espaces ruraux, dans les espaces paysagers. Et voilà, notamment un rapport à la violence, à l'amour, qui est complètement pensé différemment, évidemment dans Miséricorde, dans L'inconnu du lac. Donc j'avais l'impression qu'en fait les personnages de ces films-là, de ces films utopiques, ils appartenaient plutôt à un espèce de futur. Ils s'étaient projetés dans un moment où on aurait repensé des relations morales entre les personnages. Il y a deux choses. Un truc qui me semble... on l'a un peu dit ce matin d'ailleurs, mais la question du futur utopique, elle s'enracine systématiquement dans le passé. C'est toi, Robert, qui parlait du saut du tigre, je crois, qui citait ça. Bref, en tout cas, on peut tout à fait se dire que c'est de la science-fiction, les films de Lobitani, t'as raison. C'est pas du tout impossible, surtout si on a comme référentiel un imaginaire un peu de BD ou de steampunk. On est justement dans cette articulation-là où tu viens citer des codes visuels plutôt passéistes, pré-industriels, en même temps en les projetant dans un futur hypothétique. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur la question de la ville dans Viens, je t'emmène, il choisit quand même Clermont-Ferrand. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il se trouve que le film, c'est difficile pour moi de parler du film sans le référer aussi au roman dont il est un prélèvement. Sur les derniers films que Guiraudy fait, il prélève littéralement des fragments de romans qui sont colossaux. Rabat l'Aïré, c'est 2000 pages. Et en fait, à partir de ce prélèvement, il fabrique un film. Donc, de fait, si je suis tout à fait honnête, ma vision du film, elle est contaminée par tout le hors-champ du film que j'ai moi et qui, pour le coup, est aussi extrêmement travaillé par la question de la ruralité. Cela dit, j'ai l'impression que dans ce film-là, il choisit Clermont-Ferrand, il est obsédé par la statue de Vercingétorix. Donc il y a quand même une espèce de rapport très ambivalent. Une fois de plus, il se sert de Clermont-Ferrand, alors qu'il est caractérisé en tant que tel. C'est probablement... Il me semble que le film le plus réaliste, au sens vraiment de la congruence entre ce qu'on voit et la réalité qui commune au spectateur, c'est L'inconnu du lac. Je pense qu'il n'y a pas plus réaliste dans les films de Guiraudy que... Parce que même Viens, je t'emmène, il y a quelque chose qui... bizarrement d'ailleurs, à mon avis, sonne faux, parce qu'il y a un truc dont il n'arrive pas à se dépatouiller, qui est une certaine mise en scène du contemporain. Je ne sais pas si tu te souviens, mais toutes les scènes donc il y a un attentat à Clermont-Ferrand, c'est ça le principe, ce qui est au principe du film, et puis après il y a toute une succession de rencontres plus ou moins improbables et étranges et plus transgressives les unes que les autres. Mais toujours est-il qu'on a accès à cette idée de l'attentat par des infos en continu, et je trouve que c'est très mal filmé. Je n'y crois jamais. Et donc je pense qu'il y a aussi justement quelque chose, peut-être la limite de Guiraudy, elle achoppe sur la signalétique la plus évidente du contemporain, tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas du tout une manière de répondre à ta question, j'en suis bien conscient. Mais par ailleurs, Clermont-Ferrand, qu'est-ce que ça représente dans l'imaginaire commun, tu vois, est très centralisé. C'est pas la ville, d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la ville. C'est la ville à l'échelle des personnages de Guiraudy. C'est-à-dire c'est la grande ville à l'échelle de celui qui habite en fait à Villefranche-de-Rouergue. Et ça, c'est très bien dit d'ailleurs dans les bouquins. J'ai pas le souvenir que ce soit explicitement dit comme ça dans les films. Tu vois ce que je veux dire? Clermont-Ferrand, c'est possible, ouais. Après, je sais pas, c'est un film tellement bizarre. Il est très très à côté de la filmographie. Moi, je sais pas très bien quoi en faire de ce film, pour être très honnête. Je le trouve très fort, mais je vois bien qu'il est dans un... En fait, il travaille des motifs guiraudiens sur la question de la transgression. Là, on dirait qu'il les a tous collectionnés les uns après les autres. Il les a tous mis dans le film. Donc, c'est quand même l'histoire d'un type une femme battue. Le truc le plus transgressif étant, c'est une femme battue qui choisit de rester avec l'homme qui la bat, alors qu'elle aurait la possibilité de s'échapper, ce qui est évidemment dans un contexte de pensée actuelle, un truc impossible, quoi. Et
Donc je sais pas ce que c'est de cette ville de Viens je t'emmène, pour être très honnête. Mais je crois que c'est pas vraiment une ville en vérité, c'est la statue de Vercingétorix. Moi, j'avais juste une hypothèse à te soumettre parce que j'ai écrit un texte sur l'inconnu du lac. Et en fait, je faisais un rapprochement avec une pièce de théâtre de Genet, parce que moi, je connais bien Genet, qui s'appelle Le Bagne. Et j'avais l'impression que, d'une certaine façon, en fait, le film faisait pendant à la pièce, parce qu'on a dans les deux donc ce décor, ce paysage en fait qui reflète en fait, qui est éblouissant en fait, et en même temps il y a l'absence totale de femmes, et absence totale de femmes qui finit par signifier en fait une forme de mort en fait. Et c'est un des films, c'est un des rares films aussi de Guiraudy où il n'y a pas de femmes du tout. Et j'ai l'impression, le motif féminin est hyper important et problématique dans Rabelais et très intéressant. Enfin, je trouve qu'il va très loin à un endroit et je pense que ça a dérangé certaines personnes, mais moi je trouve que c'est très bien là où il va en fait. Et voilà, donc je voulais te soumettre cette hypothèse. Il me semble que la question en fait de la présence ou de l'absence des femmes en fait dans les films de Guiraudy et dans ses ouvrages, ça dit quelque chose aussi qui est vraiment important par rapport à la façon de penser aujourd'hui l'homosexualité et la question des genres. Et je voulais aussi, dans les discussions que j'ai eues avec lui, il veut faire donc un film, il a un projet de film sur les cathares, et j'ai rencontré une autre personne qui avait un projet de film sur les cathares, c'est Jean-Pierre Denis, un cinéaste qui a fait un film en occitan en fait, qui s'appelle L'histoire d'Adrien, qui avait eu la Caméra d'Or à Cannes en 81. Et en fait, c'est bizarre, cette histoire des cathares, ça passe pas, en fait, ils n'arrivent pas à le faire, quoi. C'est comme s'il y avait un truc autour de l'histoire des cathares, on n'arrive pas à faire les films. Donc, je sais pas, je voulais juste partager ça avec vous, parce qu'on a parlé des camisards et des cathares aujourd'hui, voilà. Sur les cathares, je me demande s'il n'y a pas un conflit entre la perception qu'on en a très politique, tu vois, enfin de ce que c'est une hérésie et, dans sa dimension violente, émancipatrice, et quand même une certaine folklorisation. Tu vois, il n'y a pas de folklore autour des camisards. En revanche, les cathares, il y a une forme de folklore, les châteaux cathares, etc. C'est un truc de tourisme. Alors peut-être que c'est là, enfin, j'imagine que et le film de Jean-Pierre Denis et le projet de Guiraudy sont sans doute pas dans cette touristification du truc, donc forcément entre en contradiction avec les attentes possibles des financeurs, ce qui suppose enfin une fois de plus, comment on fait les films, est-ce qu'on les fait à la marge ou pas. J'imagine que c'est peut-être ça. Et après, sur cette histoire de la place des femmes ou de monde sans femmes, sur l'inconnu du lac, il donne presque la réponse dans l'extrait que j'ai montré. De toute façon, il n'y a pas de femmes. Enfin, sur un lieu de drag gay, il n'y a vraiment pas de femmes. C'est inenvisageable. Enfin, je ne vois pas comment ce serait possible. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'une... je peux donner une anecdote très rapide. Quand Claire Simon tournait son documentaire sur le bois de Vincennes, le seul endroit où les seuls personnages qu'elle n'arrivait pas à filmer, c'était les homos qui se draguent. Parce qu'elle venait avec son assistante, c'était deux femmes. Donc il y a un truc de logique de rejet très animal. Cela étant, pour pas évacuer totalement la question, moi, il me semble que le vrai enjeu autour de l'inconnu du lac, c'est qu'il y a... le lac, donc, ce qui est très beau, c'est la façon dont ça fabrique un lieu autonome. La caméra ne quitte jamais le parking. Il y a vraiment l'élaboration d'une frontière, c'est assez magistral, par une mise hors champ de tout ce qui n'est pas le lac. Mais il y a aussi une autre mise hors champ, c'est qu'en permanence, Michel, donc le personnage qu'on a vu, demande à Franck est-ce qu'on pourrait se voir en dehors du lac. En fait, il y a une histoire d'amour, et en fait, il y a un horizon utopique à la jouissance immédiate, puis sur les personnages, puis c'est un film ouvertement pornographique, en tout cas, il y a des scènes de sexe explicites. Il y a un horizon utopique de cette jouissance qui est précisément l'amour. Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question sur les femmes, mais il y a quand même, parce que la présence des femmes dans le cinéma de Guiraudy, elle est pour le coup très souvent liée à l'amour. D'ailleurs, de manière très bizarre, c'est régulièrement des personnages a priori totalement homosexuels qui tombent soudainement amoureux de femmes et qui ont besoin, sans que ça s'explique, de faire l'amour avec elles. Voilà, donc je me demande s'il n'y a pas plutôt quelque chose autour de
de l'amour. Et l'absence des femmes, c'est précisément l'absence d'amour dans ce film qui est assez désespéré de ce point de vue-là. Je ne sais pas si ça répond, mais... Et faut qu'on coupe, je sens que c'est ça. Non. Merci beaucoup à toi, Clément. Moi, je voudrais juste rebondir sur cette histoire de la place de la femme et vous remercier tous. Moi, je suis extrêmement touchée de faire cette journée d'études aujourd'hui parce que voilà, pour moi, c'était aussi important. Et merci beaucoup à Clément de m'avoir accompagnée avec beaucoup de générosité et de complémentarité aussi. Moi, je voulais revenir sur cette question de l'utopie et de l'hospitalité et de rappeler pour moi, quand j'ai rencontré le cinéma de Ghirotti, quelque chose qui m'a fortement émue, c'est la question de l'hospitalité. Et je pense que les personnages féminins sont aussi des personnages qui ouvrent l'hospitalité. Et ouvrir l'hospitalité, ça veut dire remettre en circulation le déplacement des trajectoires existentielles. Et c'est la grande force de Ghirotti, c'est que celui qui arrive de l'extérieur, c'est l'étranger, c'est l'intrus, mais il est toujours accueilli. Il y a cette hospitalité. Et je pense que l'utopie, elle se joue dans cette façon aussi que les personnages recomposent en fait une forme de géographie par l'hospitalité. Voilà. Du coup, on va passer à côté pour une autre hospitalité. Merci à vous, très fort.